Wow, le Bitcoin, il est bien bas en ce moment, il chute fortement. Il a passé la barre des 20 000 dollars et c'était pas arrivé depuis longtemps. La dernière fois qu'il était arrivé à 25 000 dollars, c'était en décembre 2020. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Bitcoin, non. On va aborder un sujet plus classique qui est le fonctionnement de la blockchain et les mécanismes autour de la blockchain. Parce que c'est important quand même de savoir comment fonctionne la blockchain lorsque tu investis dans les crypto-monnaies. Ça te fait de la culture en plus. Donc pour ceux qui sont totalement calés sur la blockchain, cette vidéo ne va pas forcément vous intéresser parce que je vais en parler en plus très simplement. Et pour les autres, ça pourra sûrement vous intéresser et vous donner une idée du fonctionnement de la blockchain. Donc déjà, comment on pourrait définir brièvement la blockchain? On pourrait la définir en tant que base de données. C'est une base de données dans laquelle il y a des données qui sont horodatées et qui sont infalsifiables. Voilà, ça c'est la définition la plus simple de la blockchain. La blockchain a différentes applications et d'ailleurs à la fin de cette vidéo, je vous en donnerai plusieurs. Elle s'applique aux crypto-monnaies, bien évidemment, et d'ailleurs, on va prendre cette application pour définir la blockchain, étant donné que ma chaîne et même mon site parlent de crypto-monnaie. Mais il faut savoir que du coup, blockchain n'est pas égal à crypto-monnaie, étant donné qu'elle a plein d'applications. Par contre, crypto-monnaie est égal à blockchain, parce que sans la blockchain, la crypto-monnaie ne pourrait pas fonctionner. En ce qui concerne les crypto-monnaies, du coup, la blockchain, donc cette base de données, aura pour données les transactions qui seront réalisées. Les transactions réalisées, donc ces données, vont être mises dans des blocs. Voilà, donc là je fais un petit schéma avec mes mains. Les transactions vont s'accumuler dans un bloc jusqu'à que le bloc soit full, c'est-à-dire qu'il soit rempli. Et une fois qu'il est rempli, hop là, il est ajouté à la blockchain et le processus recommence. Il y a formation d'un nouveau bloc, les transactions viennent le remplir et le bloc est ajouté à la blockchain. Et donc ils sont liés entre eux et ça fait une chaîne de blocs, soit une blockchain. Bon, voilà. C'est vraiment très simple comme explication. Le nombre de transactions à l'intérieur d'un bloc va différer. Par exemple, pour le Bitcoin, un bloc est égal à un MO, ce qui représente environ 2048 transactions. Donc au bout de 2048 transactions dans le bloc, il est rempli et hop, on l'ajoute à la blockchain. Bon là, tu as une idée juste de comment ça fonctionne. Mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Au tout début, je t'ai dit que les données du coup de la blockchain, en l'occurrence les transactions dans les blocs, sont des données infalsifiables et horodatées. Et donc là, tu peux te dire, mais comment ça se fait qu'elles sont infalsifiables? Elles sont infalsifiables parce qu'elles vont être vérifiées et validées par le réseau, la communauté. Et là, tu te dis, la communauté, mais c'est qui? La communauté, ça peut être toutes les personnes qui ont mis à disposition leurs outils informatiques pour prendre part à la blockchain. Et donc là, tu peux te dire, mais c'est un peu bizarre, ça peut être n'importe qui, ça peut être toi, ça peut être moi. Comment on sait que les transactions, que tout va bien se dérouler d'une façon honnête et qu'il ne va pas y avoir du hacking, du piratage ou autre chose? Et tu vas voir qu'il y a pas mal de mécanismes autour de ça. Mais il y a aussi des récompenses qui vont récompenser justement l'honnêteté de ceux qui vont valider les transactions et créer des blocs et les ajouter à la suite, des blocs déjà existants. Et je te propose un petit schéma pour illustrer justement un exemple de transaction dans un bloc concret. Dans notre schéma, Franck souhaite envoyer 50 bitcoins à Anna et Georges souhaite envoyer 20 bitcoins à Lucas. Dans un premier temps, il va y avoir une vérification de la possession des bitcoins, donc que Franck possède bien 50 bitcoins et Georges 20 bitcoins. Puis ensuite, les demandes de transactions vont être stockées dans des pools, jusqu'à qu'un mineur réceptionne ces transactions et s'occupe de les traiter. Alors bien sûr, étant donné que le mineur sera rémunéré par un pourcentage des frais de transaction, ils ont souvent plus intérêt à choisir des transactions dont les montants sont élevés. Mais toutes les transactions finissent par être traitées dans tous les cas. Donc, notre mineur va regrouper les opérations, donc les transactions en l'occurrence, dans un même bloc. Ou alors, dans notre cas de figure, il va créer un nouveau bloc avec ces transactions. Et donc là, hop, on zoome sur le bloc, donc on l'appelle bloc 1, imaginons que ce soit ça.
On va avoir donc les premiers numéros là, 00XA, 7I, etc. Ça va être le hash ou alors la signature cryptographique de l'ancien bloc. Bon, en l'occurrence là c'est le bloc 1, mais il faut s'imaginer que c'était le bloc précédent. Ensuite, on va avoir en dessous les transactions. Donc Franck qui a moins 50 bitcoins et Anna plus 50 bitcoins. Et la deuxième transaction, Georges qui a moins 20 bitcoins et Lucas qui obtient plus 20 bitcoins. Comme je te l'ai dit, les blocs sont horodatés. Donc il y a la date et l'heure, même si on voit pas très bien, du bloc. Et à la toute fin, il y a un autre hachage, c'est le hachage de ce bloc-là. Donc c'est sa signature cryptographique. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. De toute façon, l'algorithme de hachage, la signature cryptographique ou numérique des blocs. Mais il faut te dire que cette signature que tu vois tout en bas, 000, D, E, F, G, Z, etc., sera reportée sur le bloc suivant, donc le bloc 2. Et ainsi de suite, tu vois. Ils reprennent le hash, donc la signature cryptographique du précédent bloc, et leur signature cryptographique nouvelle est reportée sur le prochain bloc. Une fois que le bloc a été créé, le mineur va soumettre son bloc aux autres membres du réseau. Donc voilà. Et si les membres du réseau valident ce nouveau bloc, ils vont l'ajouter à leur copie locale de leur blockchain. Et donc c'est à ce moment-là que c'est très important et qu'il y a ce qu'on appelle l'algorithme de consensus. C'est-à-dire que tous les mineurs, donc tous les autres membres du réseau, quand je parle d'autres membres du réseau, c'est les autres mineurs, doivent être d'accord sur l'authenticité du bloc qui est proposé par le mineur. Et donc là, à la fin du schéma, tu vois des petits blocs, donc la blockchain, plus un nouveau bloc qui vient s'ajouter à la blockchain. J'espère que tu as à peu près compris le petit schéma que je viens de faire. Maintenant, on va aborder ce qui concerne la rémunération des mineurs. Parce qu'effectivement, le fait qu'ils valident des transactions leur offre des récompenses. Les mineurs sont rémunérés à la fois, si on prend bien sûr la blockchain Bitcoin, donc en Bitcoin, plus un pourcentage des frais de transaction de toutes les transactions du bloc qu'ils valident. Il faut savoir que le montant de rémunération en Bitcoin est divisé de 2 tous les 4 ans, soit tous les 210 000 blocs. En 2012, la récompense était de 50 bitcoins, en 2016, elle était de 25 bitcoins, en 2020, elle était de 12,5 bitcoins et en ce moment, elle est de 6,25 bitcoins. La réduction progressive de la récompense attribuée aux mineurs et donc l'émission de nouveaux bitcoins est appelée halving. Et le halving consiste en fait à ce qu'il y ait une rareté de plus en plus des nouveaux bitcoins émis. Le bitcoin a un nombre maximal de bitcoins qui seront en circulation et ce nombre est de 21 millions. À l'heure actuelle, 19 millions de bitcoins sont déjà émis et en circulation. Mais étant donné que tous les 4 ans, le nombre de bitcoins émis est divisé par 2, on estime que pour atteindre entre 19 millions et 21 millions, donc soit 2 millions de bitcoins émis, il faudra 120 ans environ. Donc d'ici 2140, le dernier bitcoin sera miné. Voilà, maintenant tu sais que les mineurs qui valident les transactions ont une récompense à la fois en bitcoin plus un pourcentage de frais des transactions à l'intérieur du bloc. Donc évidemment, ils ont plus d'intérêt à s'occuper des transactions qui sont élevées, donc de former des blocs avec des transactions élevées pour gagner plus avec le pourcentage des frais de transaction des blocs. Bon, maintenant qu'on a abordé la rémunération des mineurs, il faut que je te parle de la signature cryptographique ou numérique qui est unique pour chaque bloc et qui va permettre de les reconnaître et d'y avoir rapidement accès. Cette signature cryptographique ou numérique va mettre de la concurrence entre tous les mineurs parce que tous les mineurs vont essayer d'être le plus rapide pour trouver cette signature cryptographique qui correspondra au bloc qui est en cours de construction. Parce que celui qui la trouve est celui donc qui peut faire valider le bloc et donc avoir la récompense. Donc c'est à ce moment-là, lorsqu'il faut trouver la signature cryptographique, qu'il va y avoir de la concurrence entre tous les mineurs. Comment est-ce qu'on la trouve, cette signature cryptographique ? On la trouve grâce à des chaînes de caractères qui vont devoir respecter certaines exigences. Au sein du bloc, il va y avoir 2 chaînes de caractères. Donc une chaîne d'entrée, composée de 32 caractères qui peuvent être des chiffres, des lettres ou des symboles, et une chaîne de sortie de 32 caractères aussi qui peut être constituée
elle aussi, de chiffres, de lettres ou de symboles. À savoir que ces deux chaînes de caractères sont aléatoires. Elles résultent en effet d'un algorithme de hachage qui fait qu'elles sont aléatoires. Et que si tu modifies un caractère d'une des chaînes, tous les autres caractères se modifient. Et c'est là la petite difficulté. Pour que la signature cryptographique soit valide, il faut que la chaîne de sortie, donc de 32 caractères, respecte certaines exigences. À savoir, il faut qu'elle commence par X nombre de zéros. Donc de mémoire, il me semble que c'est 7 zéros. Le problème, comme je te l'ai dit avant, c'est que lorsque tu modifies un caractère d'une des deux chaînes, tous les autres caractères se modifient. Donc va réussir à aligner 7 zéros alors que dès que tu en changes un, tout se modifie. Tu as peu de chances sur 32 caractères, en sachant qu'il y a des lettres, des chiffres, des symboles, d'avoir 7 zéros alignés. Et donc le mineur, il va mettre en place une autre chaîne aléatoire de caractères qui va s'appeler le nonce. Et c'est sur le nonce qu'il va le modifier plein de fois, parce que le nonce, il est lié aux deux autres chaînes, donc à la chaîne d'entrée et de sortie. Et en modifiant le nonce plein de fois, il va faire tourner tous les caractères d'une façon aléatoire. Et on estime environ que ça devrait prendre 10 minutes. Donc, je te le dis tout de suite, c'est pas le mineur lui-même qui va faire les calculs, c'est un logiciel et ça va dépendre de la puissance de calcul de ton ordinateur avec ton processeur, avec certaines puces qui vont faire très vite tourner des combinaisons, tu vois, de chiffres. Pour te le représenter, ça serait comme si tu avais par exemple une porte d'un immeuble avec un digicode et tu essayes plein de digicodes pour ouvrir la porte. Tu peux le voir comme cette métaphore. Et une fois que le mineur a fait tourner son ordinateur et que le nonce, à un moment donné, a la bonne combinaison et permet d'avoir une chaîne de caractères de sortie du bloc qui correspond au nombre de zéros attendu, alors la signature cryptographique est validée. Et donc, le mineur qui a trouvé ça soumet le bloc avec la bonne signature cryptographique aux autres mineurs qui ont du coup perdu le duel et vont devoir valider le bloc et le mineur va être ensuite récompensé. Là, je te montre un petit schéma justement qui reprend ce que je viens de t'expliquer, mais c'est bien sûr quand tu as un visuel, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Si déjà tu m'as compris rien qu'à l'oral, t'es fort. Mais voilà, donc là je te montre, il y a le bloc 90 et le bloc 91. Il y a le hash du bloc précédent. Donc le hash, ça va être sa signature cryptographique. Comme tu vois, le bloc 90 a le hash du bloc 89. Bon, on l'a pas sur le schéma, mais t'imagines que c'est ça. Ensuite, là, tu vois le X, Y, AB, CB, ça c'est les transactions. Tu vois la date aussi avec l'heure. Et tu vois tout en bas la nouvelle signature cryptographique du bloc 90. Voilà. Là, tu vois le nombre de zéros, donc sa nouvelle signature cryptographique qui a été obtenue grâce au nonce qui a été modifié de multiples fois. Donc là, on ne le voit pas sur ce schéma, le nonce, mais il a été modifié de multiples fois pour obtenir les exigences pour la chaîne de caractères de sortie. Et donc ensuite pour l'autre bloc, tu vois le hash du bloc 90 est repris pour le bloc 91 et ainsi de suite. Il y a un nouveau hash, donc une nouvelle signature cryptographique qui a été trouvée et qui sera mise dans le bloc 92. Voilà, je m'arrête ici en ce qui concerne l'explication du fonctionnement de la blockchain. J'espère que ça t'a permis un peu mieux de comprendre le fonctionnement si tu ne connaissais pas déjà le fonctionnement de la blockchain. On passe maintenant aux différentes applications de la blockchain outre les crypto-monnaies. Donc dans un premier temps, je vais te parler des smart contracts. Donc qu'est-ce que c'est que les smart contracts? Ce sont des programmes informatiques qui sont irrévocables et qui sont prédéfinis à l'avance. Donc qui ont des fonctions prédéfinies à l'avance. On pourrait les considérer comme la fonction if ou si sur Excel, si certains d'entre vous la connaissent. Donc sur Excel, parfois, tu utilises la fonction si, donc si il y a cette chose qui se passe, alors mettre en place cette action ou donner ce résultat. Bref, si tu connais pas Excel, tant pis, tu pourras pas savoir de quoi je parle. Mais bref, et du coup, les smart contracts sont un peu comme des contrats papier, sauf qu'ils sont sur la blockchain, qu'ils ne sont pas modifiables ou supprimables. Et donc, ils peuvent être utilisés dans, par exemple, le domaine de l'assurance.
On prend le cas où tu veux prendre une police d'assurance pour ta voiture. On pourrait penser que grâce à la blockchain, il y aurait des smart contracts qui pourraient être liés à d'autres sites. Par exemple, un site public concernant l'état des routes, pour savoir si la route sur laquelle tu roulais, si tu as eu un accident, était bonne, enfin en mauvais état ou en bon état. Il pourrait être aussi connecté à un site météorologique pour savoir la météo qu'il faisait lorsque tu roulais et que tu as eu un accident. Et donc, à un instant T, grâce à la blockchain et au smart contract, tu pourrais avoir une indemnisation différente selon la météo et la route sur laquelle tu roulais. Et donc ces informations seraient prises en compte à l'instant T. On peut parler aussi du domaine médical. On pourrait imaginer une blockchain, donc une base de données, dans laquelle il y aurait justement le dossier médical du patient et qui permettrait à n'importe quel praticien ou n'importe quelle clinique d'avoir accès rapidement au dossier du patient et peut-être s'il est connecté à une pharmacie d'avoir aussi un historique des différents médicaments que le patient a déjà eu. Donc grosso modo, ça ferait gagner plus de temps en tout cas pour avoir accès au dossier du patient. Et ça permettrait aussi un meilleur suivi du patient. On passe maintenant aux NFT, donc différents des smart contracts. Donc les NFT, tu en as sûrement entendu parler, les Not Fungible Tokens. Ça peut être considéré comme un actif numérique et tu vas détenir un droit de propriété sur cet actif numérique. Alors quand on parle de NFT, beaucoup de personnes pensent à des dessins, à des photos, à des vidéos, à des mèmes. Bref, c'est tout plein d'actifs numériques. Donc c'est très vaste. Mais il y a des gens qui sous-estiment le côté des NFT et leur utilité. Les NFT peuvent avoir diverses utilités. Donc ils fonctionnent sur la blockchain, évidemment. Et récemment, il y avait eu une finale de match de foot entre Liverpool et le Real Madrid, il y a maintenant de ça 2 semaines, et il y avait eu pas mal de gens qui se plaignaient par rapport à la validité de leur billet pour rentrer dans le stade. Il y avait pas mal de fraudes, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait être une application, avoir un billet de foot sous forme de NFT, du coup avec une signature cryptographique unique et qui permettrait de limiter en tout cas les fraudes. Que ce soit la personne qui a un billet frauduleux ou alors à l'entrée du stade lorsque la personne qui vérifie ton ticket te dit qu'il est mauvais alors que tu as un bon ticket. On pourrait aussi parler des NFT, donc dans un sujet un peu plus financier en ce qui concerne l'affacturage. Donc je te mets un petit schéma pour t'expliquer rapidement ce que c'est l'affacturage. Imagine que tu as ton entreprise, ton client et tu as une société d'affacturage, donc on va dire par exemple une banque. Bon, tu as une commande qui vient de ton client, donc toi tu le livres et tu lui livres également la facture, donc ce qu'il te doit. Mais le client, imagine qu'il a plusieurs semaines pour te payer, ça arrive souvent. Et donc toi tu as besoin, malgré que tu sais que tu vas être payé, tu as besoin maintenant de liquidité parce que tu as un investissement ou tu as un imprévu. Eh bien, l'affacturage, ça consiste à céder la facture de ton client à par exemple une société d'affacturage. Donc là, on va dire que c'est une banque. Et la société d'affacturage, elle sait que tu vas être payé tôt ou tard par ton client. Donc, elle te fait un financement anticipé. Et à ce moment-là, le client ne te doit plus rien parce que toi, tu as cédé la facture et tu as été payé par la banque. Le client doit, elle, rembourser la banque. Grosso modo, voilà, là, c'est typique. Et dans cet exemple d'affacturage, on pourrait imaginer un NFT sous forme de facture, par exemple, qui serait transmissible à la banque, avec sa signature cryptographique qui prouverait l'authenticité de la facture et d'avoir du coup recours à un financement de la banque. Enfin, en ce moment, c'est les élections législatives et donc on pourrait aussi penser à une autre façon de voter. Donc, tu vois, tu peux voter en présentiel. Si t'es pas là, tu peux aussi faire procuration, donc faire une procuration. Et on pourrait peut-être mettre en place un autre système de voter via son téléphone, même si tu n'es pas présent. Et ça pourrait être mis en place grâce à des NFT, donc avec des jetons de vote qui seraient uniques et qui permettraient de voter à distance sans qu'il y ait de fraude électorale. Alors bien sûr, ça serait un petit peu compliqué, il faudrait peut-être mettre en place un système pour que la personne dise à l'avance si elle sera en présentiel ou alors en numérique.
mais ça serait une des applications, en tout cas, des NFT et donc de la blockchain. Voilà, c'est tout pour ces différentes applications de la blockchain. Alors on est au tout début de l'ère d'utilisation de la blockchain. Dans les années futures, il y aura d'autres cas d'utilisation de la blockchain dont je ne soupçonne même pas l'utilisation à l'heure actuelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!